Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad, toujours heureux de te retrouver dans ce studio de Berlin-Est. Underground, avec des punks tout autour. Ça fait bizarre de se dire qu'on enregistre un podcast de 10 millions quand tu vois des punks avec des bouteilles de bière par terre, ou tu es obligé d'aller en éclaireur aux toilettes. Non, mais alors ce qui est marrant, tu vois, c'est que, alors il faut imaginer, c'est un immense sous-sol d'immeubles neufs où il y a des studios d'enregistrement de podcasts, il n'y en a que 2, et le reste, c'est des studios pour. De DJ, Voilà, et il y a beaucoup d'espèces de punk. Donc il y a des anarchistes d'un côté qui se font plaisir, qui se soulagent, qui s'excitent, et de l'autre côté, on a 2 capitalistes qui parlent de science de l'enrichissement, de magnifiques positions de Vachier, de hiérarchie sociale, etc. Donc je trouve ça très succulent comme contraste. Comme cohabitation. 10 millions de patrimoine avec 0% d'endettement perso, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode, où on pourrait commencer par où qu'il est le HCSF, car le HCSF, quand il bloque la plupart des investisseurs, dès la première ou quelquefois seconde acquisition, qu'il est la crainte de beaucoup d'investisseurs. Est-ce que toi qui as des audits stratégiques, tu en as souvent qui « Oh, le HCSF, il me bloque !» Le HCSF, c'est pas une menace fictive ou hypothétique. C'est, on l'avait dit lors d'un précédent podcast, me semble-t-il, c'est un organisme d'État muni d'un lance-flamme extrêmement puissant, et c'est quelqu'un qui est là, qui est présent en fait, qui a une mission très concrète: éradiquer les investisseurs qui ont l'ambition d'investir en rafale. Ça, c'est l'objectif du HCSF, et de calmer les ardeurs des ambitieux. De la populace qui souhaiterait s'enrichir par le biais de l'immobilier. Et il y avait une déclaration de l'ancien président de CTLM, qui est aujourd'hui le président de la Banque de France, et qui est le gouverneur, en fait, qui est le numéro 2. Disons que c'est lui, après il y a le ministre de l'économie, mais qui est le boss du HCSF. Tu sais que je pose mes fesses sur son héritage tous les matins. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai acheté, c'est de la très très bonne vaisselle. Très bonne qualité. Il aurait dû rester dans ce domaine. Et j'ai les toilettes, moi. Non, moi, j'ai un set de vaisselle. En fait, j'ai acheté des assiettes à pâte, Villeroy et Bosch. Ouais. Et c'est simple. Hein. Je crois que ça fait 10 ans. Et je me rappelle, pour l'anecdote, j'étais avec un de mes meilleurs amis, à l'époque, qui malheureusement est tombé malade, qui est atteint de... Comment on appelle ça? C'est une maladie qui est bipolaire. Et quelqu'un d'extrêmement intelligent, avant-gardiste à l'époque, et il me regarde, et ça m'avait marqué. Il me dit: écoute Fouad, quand on commence à acheter des assiettes à 200 €, donc j'en avais acheté je crois 7-8, c'est qu'on a changé de niveau. Il m'avait sorti ça comme ça aux Galeries Lafayette. J'avais trouvé ça très pertinent parce que c'était très juste. Donc pour ressortir après, ça là... nous sort le truc, je viens du sous-prolétariat. Oui, mais c'est la vérité. Attention, c'est moi qui achète les assiettes et pas mes parents. Les Français ont trop emprunté. Comment un individu... Il a dit ça? Bien sûr. C'est guillemets, donc les Français ont trop emprunté. HCSF, à chaque fois j'oublie son nom. Villeroy de Gallo. Ouais, un nom à particules. Voilà, qui transpire la domination sociale, l'aristocratie. Les capitaux de Bourdieu. Les Français ont trop emprunté durant la période 2016-2022. Dixit, le patron du HCSF. Comment, dans un système de production pré-immobilier dont le taux de casse est un des plus faibles d'Europe et du monde, comment peut-on se permettre de dicter la quantité d'investissement pour la catégorie qui nous intéresse, les multi-investisseurs? Comment peut-on dicter aux gens s'ils ont trop ou pas assez investi? Eh bien, il l'a fait, et les recommandations sont devenues des sommations. Des réglementations. Du soft law au hard law, si on parle en juridique. Maintenant, c'est devenu la loi. C'est la règle.
Avant d'aller plus loin, si tu veux avoir une vraie stratégie sur mesure pour ton parcours d'investisseur, tu peux réserver un coaching stratégique avec Fouad qui va t'assister à mettre en place tous les points que nous allons voir dans ce podcast. Le lien se trouve dans la description sous le podcast. Pense également à t'abonner, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à partager ce podcast autour de toi. Cela nous aide beaucoup et cela fait plaisir à Fouad de m'envoyer les captures d'écran quand on a 5 étoiles. Également, faire 10 millions d'euros avec 0% d'endettement nécessite de passer par des véhicules de professionnels, des sociétés. Sans stratégie, cela te nécessitera 2 millions d'euros d'apport. C'est ça, plus ou moins ? Si on s'en tient au calcul bête et méchant, après il faudrait introduire un autre critère qui est quand même le taux de rendement, qui est quand même partiellement pris en compte. Mais grosso modo, c'est un apport de dingue, comme dirait l'autre. Un apport de dingue. Sans stratégie, tu vas vite te faire bloquer. Tu peux déposer ta candidature à Patrimoine Exponentiel pour savoir comment utiliser des véhicules de professionnels avec des financements de particuliers, savoir comment bénéficier des financements à 110% systématiquement, qui n'est pas quelque chose d'aisé, n'est-ce pas Fouad ? C'est devenu l'exception. C'est devenu l'exception. Donc si tu as envie d'être exceptionnel, dans l'exception. Ce qui est la norme pour moi est devenu l'exception pour le système. Le lien se trouve sous la description et dans le commentaire bien avant sur YouTube. Rentrons directement dans le vif du sujet, dans ce podcast qu'on veut court, concis et précis, pour comprendre parfaitement le système et pour savoir quelle stratégie innovante il faut mettre en place pour éviter le rationnement du crédit qui est dicté, comme tu le dis, par le troisième œil ou l'œil de Moscou, le HESF. Alors, pour être précis, ce sont des audits stratégiques que j'effectue et pas des coachings, même si de temps en temps ça déborde sur du conseil. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Là, on va être sur une position... Alors, autre précision qui est très importante, c'est 0% d'endettement personnel. Et ça, c'est très important comme distinction. Il y a de l'endettement, il y a énormément d'endettement, littéralement en millions d'euros, mais à titre personnel, je me suis désendetté. Et aujourd'hui, j'ai atteint le Graal qui est ce que j'appelle la virginité bancaire. Et ça me permet en fait... Deuxième virginité. Alors, je vais rester sur... Après, tu dis que c'est moi qui pousse, mais c'est bien que tu ailles dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Non, mais tu as été vierge au départ. Tu as perdu ta virginité, tu reviens à une deuxième virginité. À quoi tu penses ? Alors, je parle de virginité bancaire. Oui. Ouais, moi aussi. Donc ça, c'est une position qui est originale, qui est conjoncturelle, c'est-à-dire qui est contextuelle. J'ai dû m'adapter aux nouvelles normes, ce que j'appelle en fait les aberrations du système bancaire. L'aberration du système bancaire veut que tous les investisseurs, quel que soit leur degré de performance, soient logés exactement à la même enseigne. C'est un principe de base du communisme. Une tête ne doit pas dépasser l'autre et quel que soit ton niveau de compétence, de connaissance, d'implication, de performance, d'excellence, tu empruntes comme tout le monde, ce que j'appelle la gamelle monétaire. Et là, je n'exagère pas, vraiment. Évidemment, les gens qui me connaissent, et si vous suivez ce podcast depuis un certain temps, je m'inscris dans une école française qui est le réalisme, en fait. Je suis vraiment de cette école, de cette grande école qui est le réalisme, et pas du complotisme. Mais la volonté de l'État, c'est de rationner le crédit et vraiment de tendre une gamelle monétaire en disant « Toi, tu prends 33-35% et tu la fermes. » Ça, c'est la règle. Le patron du HESF ne s'en est pas caché. Et j'avais lu un article, la priorité aussi, c'est de dégager toute cette vague d'investisseurs 2016-2022 qui avait une accessibilité au crédit beaucoup trop facile à son goût. Les normes imposées aujourd'hui, ça va être quoi ? Alors, pour faire simple. Pour faire simple, les normes, bon, la plupart des gens les connaissent. 35% maximum de taux d'endettement personnel, 25 ans de durée maximum. Bon, ça me pose pas de problème, les 25 ans. Plus 2. Alors, ça va être... C'est 25 plus 2. Pour certains cas, je crois, si ça concerne, parce que, alors ça, c'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on regarde ce que tu achètes. Si c'est une résidence principale, ça va. Il y a des dérogations, il y a de la souplesse. Même sur les dérogations particulières, sur
la production de crédit, il y a une petite marge de manœuvre qui est confiée aux banques. Et donc, dans cette marge de manœuvre, c'était 80 et maintenant 70. 70%, une fois de plus, ça concerne la résidence principale. Donc, l'idée, c'est que l'apport, il est obligatoire. L'apport est obligatoire, le calcul différentiel, on l'a fait sauter. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'était le calcul différentiel? C'est qu'on prenait en compte le cash flow, tes loyers pour baisser ton endettement. Alors, ça voulait simplement dire qu'une opération à cash flow positif, c'est-à-dire lorsqu'on avait une opération dont le total des loyers, on va dire le total des entrées, donc le loyer... Avec la Love Room, là, tu empruntais en illimité. En fait, ça gommait totalement en fait, la partie crédit. Il y a des banques qui prennent 50, 70, d'autres 80 et certaines prenaient 100%. Lesquelles, par exemple? Je ne sais pas, mais certaines banques prenaient 100% pour vraiment être assez souple. Donc en fait, ça effaçait totalement, en fait l'endettement supplémentaire qui n'existait pas. Et mieux que ça, ça augmentait la qualité, donc ça baissait le taux d'endettement. Donc tu pouvais être en taux d'endettement négatif. Si on suit ce raisonnement, tu peux être en taux d'endettement négatif sur des opérations à fort rendement. Donc tous ces critères... Ce qui te poussait à faire des opérations de merde, soit dit en passant, qui mettaient plus en risque l'investisseur. Oui et non, mais c'est vrai que la recherche effrénée de cash flow, etc., et sur certaines zones pas terribles, ça pouvait in fine te mettre en risque. Mais l'objectif, c'est d'arrêter, de freiner cet élan, cet engouement pour l'investissement immobilier locatif. Une stat qui est importante, on va dire avant 2016, la part des investisseurs immobiliers sur le nombre de transactions immobilières en France, c'était 10-11%. Et au fin 2022, on était à 30%. Donc il y a 20 points de progression, ce qui est absolument considérable. Donc, ce que j'aimerais rajouter sur les normes imposées, parce que certes, il y a les 35% maximum d'endettement, la suppression du calcul différentiel, les 25 ans de durée avec quelques dérogations, des dérogations pour la résidence principale également, où on octroie 20% de dérogation, 40%. Alors, la dérogation, c'est 20%, mais dans les 20%, il y a 70% qui sont alloués à la résidence principale. Donc, grosso modo, on a 6 points, 6% de la production de crédit qui peut être orientée sur le financement du signe noir. D'accord. Avant, c'était 4, parce qu'on avait les 20%. On avait 20% des 20%. Et il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est implicite, c'est pas une règle, l'apport. Le 110%, le HSF l'a un peu réduit. Tu vois, on en parlait que ça oblige de mettre des stratégies en place. Des stratégies, ça, on les voit uniquement en privé. Pour les gens qui râlent, vous avez qu'à le faire vous-même. Tu as raison là-dessus, parce que ce que moi j'ai observé, c'est sur des banques qui sont censées être en concurrence, elles avaient à un moment donné, elles avaient toutes la même exigence, frais de notaire plus 10%. Donc, tu te dis, quand tu fais plusieurs banques dans plusieurs régions... Ce qui fait 18% d'apport. À peu près. Voilà. Alors, si tu avais de la chance, c'était juste les frais de notaire. Ou 10%, frais de notaire plus frais de dossier, etc. Donc, elles avaient toutes la même grille. Donc, quand on a des conditions, des exigences qui sont identiques, c'est que quelqu'un au-dessus a exigé finalement d'avoir une uniformisation sur les plans de financement qui sont proposés par les banques aux investisseurs immobiliers. Ce qu'on comprend en fait, alors ça on l'a dit, le système ne finance pas une opération, il finance un profil. Mais ça il faut le répéter parce que les gens... C'est vrai que les gens, j'ai l'impression, ne l'ont pas compris. Ils ne font pas la distinction. Tu vois, j'étais encore avec un appel ce matin et la personne se reconnaîtra parce qu'il écoute le podcast. Et la personne, je lui ai posé 4 questions et sur les 4 questions, il m'a répondu à côté. Mais en fait, sur les 4 questions, il s'adressait à un banquier professionnel. Mais par contre, il voulait du financement particulier. Qu'est-ce qui se passe, Fouad, quand tu t'adresses à un banquier particulier comme un banquier professionnel ? Alors, tu veux dire comme un investisseur professionnel aguerri ? Exactement. Tu dégages en fait. Voilà. Tout simplement, tu fais peur parce que un banquier particulier
Sa mission, c'est de financer le signe blanc, le particulier. C'est comme dans les joueurs avec Matt Damon. Quand tu es un professionnel du poker et que tu joues sur une table d'amateur et qu'on voit que tu es un professionnel, tu sors du jeu immédiatement. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives, par exemple, dans une banque particulière avec une SCI à l'IS? Tu peux basculer en financement professionnel. Qu'est-ce qui se passe si tu arrives avec une holding? Bah, ça, c'est le pire. Là, c'est de l'incompréhension. Je pense que le dossier, parfois, n'est même pas traité, en fait. Il faut comprendre une chose. Il y a 2 systèmes bancaires et il y a un système qui ne finance pas une opération, mais qui finance un profil qui doit être conforme à un État qui, ceci dit au passage, est obèse, incompétent et surendetté. Et donc, la conclusion, ce qui est hyper intéressant, est ce que moi, j'appelle une aberration, le HCSF ne reconnaît pas l'intelligence immobilière d'un investisseur. La performance et l'excellence. Il y en a tellement peu. Oui, mais... Je plaisante. Non, mais j'avais pas compris. Ah, tu parlais de moi ou de... J'avais pas compris. Pas visé. Hein. Ben non, je me sens pas du tout visé. Parlez de nous. Non, mais tu parles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'attends à ce que... quand tu te formes et que tu essayes de tendre vers l'excellence, à ce qu'on prenne en considération dans une opération économique, dans un investissement, à l'échelle d'un investissement immobilier, qu'on prenne en compte ta performance, ton intelligence économique, ton intelligence financière, le fait que tu essaies de tendre vers l'excellence. Eh bien non, le HCSF et les banques reconnaissent la norme. Et il faut s'y soumettre. Exactement, la soumission. Mais je vois beaucoup d'investisseurs qui adorent se soumettre. T'en vois pas? Non, les gens, si tu veux, alors ils se soumettent. Ils se soumettent. On les imagine à 4 pattes et attendent de se faire fouetter par le HCSF, là, tu vois. Non, alors ce qui est marrant, c'est que avec une petite tenue de latex. Ils ne comprennent pas les règles et ils se soumettent. Et ils se soumettent, et en plus, ils pensent connaître les règles. De toute façon, les sociétés occidentales sont des fabriques à rebelles. Non, à soumission, à conformisme. Quand tu as des sociétés aussi complexes, aussi organisées, il faut une population soumise pour que ça fonctionne très bien. Et c'est pas plus mal comme ça. Ça permet à d'autres personnes comme nous de pouvoir disposer d'une main-d'œuvre de qualité pour pouvoir faire le job là où nous, on n'a pas envie de mettre forcément nos mains. C'est quand même excessivement prétentieux. Mais non, pas du tout. Est-ce que toi, tu as envie... Je veux dire, il nous faut des... Et c'est pas péjoratif, ce que je dis, c'est qu'il faut organiser... prenons la France. Tu as 67 millions d'habitants. Il faut organiser le travail. Il faut faire des tâches que d'autres ne veulent pas faire. Il faut de l'ordre. Et sinon, c'est le chaos. C'est tout. Revenons à notre endettement. Que faut-il faire pour 10 millions pour avoir 10 millions et 0% d'endettement personnel? Alors, moi, je voulais quand même donner une technique que j'applique. Alors, mes audits stratégiques, souvent, sont très douloureux. Ils font très mal. Pourquoi? Parce que j'annonce... Ça, c'est très marketing. Non, pas du tout. J'annonce des solutions qui sont difficiles à mettre en place. C'est pas du tout du marketing. C'est-à-dire que j'ai eu un message de remerciement récemment sur une personne qui m'a pris un audit stratégique, qui est contrôleur aérien. Et après, il me dit, je ne pensais pas que c'était de ce niveau-là, de cette implication-là, l'audit stratégique. C'est-à-dire qu'il y a une étape qui est importante, c'est ce que j'appelle en fait larguer les amarres de l'endettement personnel. Quand on a du nom propre, on est visible, scoré, noté, plafonné, capé, rationné. Vous êtes entre les mains de l'État. Donc l'objectif, c'est de couper la corde et de pouvoir retrouver cette virginité bancaire en nom propre. Et finalement, ça passe par un audit stratégique, parce que il faut comprendre que quand on fait le faire n'importe comment, voilà, c'est très complexe. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est pas je vends tout, c'est quelles sont mes cartes. Je vois sur les candidatures de PX, les gens essaient de se baser sur le contenu, ce qui est normal. On en a apporté beaucoup dans ces 52 épisodes, même un peu plus. 54, je crois, 53 ou 54. S'il manque un élément, ça ne marche pas. Alors, je vais plus loin que ça. Parfois, et c'est même quasiment, pratiquement, systématiquement, l'investisseur, celui qui se fait auditer en audit stratégique, a des cartes dont il ignore la puissance. Ah oui, non, ça c'est je le vois également. Mais tu vois, par exemple, si je prends
J'ai dû faire, sur les candidatures de patrimoine exponentiel, j'ai dû en avoir 200 ou 300. C'est moi qui les traite. Je n'ai pas vu une seule fois un cas d'une personne qui n'en avait pas besoin. Et je ne dis pas ça pour le marketing, les gens vont dire que c'est le marketing. Je n'ai jamais vu une personne qui arrivait et qui ne pouvait pas tirer quelque chose de ça. Alors, sauf les gens qui ont, et ça m'arrive quand même, peut-être dans 5-10% des cas seulement, qui sont en position de virginité bancaire, Oui, mais en nom propre, mais se pose la question de la résidence principale, qui nécessite de la méthode. Une méthode spécifique, l'ARP du signe noir, bien achetée, bien financée, bien structurée. Avec un financement très particulier. Tout à fait. Donc c'est une étape qui est fondamentale, tu vois, là, le fait d'avoir un arbitrage clinique. C'est très intéressant, parce que Merci. le mode de financement qui est utilisé pour l'ARP du signe noir est un mode de financement qui prend en compte dès le départ La problématique, bien du sûr. HSF. Bien sûr. Parce que pourquoi les gens ne veulent pas acheter de RP? Parce qu'ils ont peur Pour que le ça taux les bloque. d'endettement. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est un ensemble stratégique et ça, il faut le rappeler quelquefois parce que tu sais, on est sur un marché où on considère que l'information, elle doit être gratuite, qu'on doit tout donner. Pas les gens intelligents. Pas les gens intelligents. Tu vois, tu parlais de commentaires. Quelqu'un a mis un commentaire 5 étoiles, mais j'ai trouvé qu'il était très intelligent. Grosso modo, j'adore les podcasts. J'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'on aimerait que vous alliez un petit peu plus loin, mais c'est normal, il faut payer pour aller plus loin. J'espère prendre un mentorat un jour. Tu vois, il n'y a pas le fait d'avoir le tout gratuit, l'injonction à la gratuité, ce que j'appelle le choix par défaut dans l'architecture des choix, le fait d'exiger cette gratuité, l'école, l'hôpital, la santé, la sécurité, etc. Là, finalement, ça reste quand même des services qui peuvent être médiocres au sens moyen du terme. On ne peut pas aller sur des performances de l'élite. On parle des 0,1%, des 7 millions, 7-8 millions. Avec du conseil gratuit, ça n'existe pas. Ça, je suis vraiment navré. Et ça n'empêche pas, comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'estime qu'on donne énormément de valeur ajoutée dans ces podcasts. Je pense, du point de vue stratégique. Je pense également et que ça a permis à beaucoup de gens de prendre conscience de certaines choses. Et de pivoter. Donc, on est dans les mains de l'État. Le but est de couper la corde. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, là-dessus. Punchline. Ouais, là-dessus, en fait, beaucoup d'investisseurs pensent naviguer, avoir en fait, comment on appelle ça, la gouvernail, c'est ça, le gouvernail ? Le gouvernail, oui. Je n'ai pas de permis bateau, donc vous pensez avoir le gouvernail. J'allais dire, vu comment tu te guides en voiture, tu n'arrives pas à revenir au podcast depuis 2 ans qu'on y vient. Si tu étais en bateau, ça serait inquiétant, quoi. Ah bah ouais, là j'aurais peur de me perdre. En plus, c'est dans la mer ou dans l'océan. Vous croyez naviguer, mais en fait, vous êtes à quai, vous êtes amarré, et en fait, vous êtes au quai du HCSF. Et ça, c'est important de comprendre, c'est que le HCSF fait très attention à ce que vous n'alliez pas trop loin. Donc, quelles sont les solutions à ça ? Donc, la première solution, la première technique, c'est l'arbitrage stratégique. Ça relève de la démarche de professionnel, du processus de professionnalisation versus l'amateurisme. L'amateur, il emprunte en nom propre. Il subit la norme. À partir du moment où on emprunte en nom propre, on subit la norme. Et en plus, on a la fiscalité des particuliers et on a probablement les refus qui arrivent sur les prochaines opérations. Versus le professionnel qui se structure, qui isole, qui emprunte via des véhicules pilotés de manière extrêmement intelligente par un organe de gestion. Et ça, c'est une différence qui intervient dès le début. Alors, on peut corriger, évidemment, quand on a déjà commencé une première. J'avais fait un audit, j'en avais parlé, là, de celui qui m'avait expliqué dans un deuxième temps qu'il n'avait pas besoin de moi parce qu'il avait fait 3-4 millions en LMNP sur 7-8 ans et il voulait faire 20 millions en 2 ans. J'étais très, comment dirais-je, dubitatif. Le banquier. Voilà, le banquier. Et tu peux tirer des choses intéressantes, parfois hyper intéressantes de ce que tu as fait, mais tu ne peux pas
te dire que tu vas continuer comme ça jusqu'à un certain niveau. Donc, l'arbitrage clinique et stratégique est indispensable quand on a déjà débuté une carrière d'investisseur immobilier. Donc en fait, ce que ça revient à dire qu'il faut se refaire une virginité bancaire. Et exactement, se refaire une virginité, j'avais regardé la définition qui est hyper intéressante, ça veut dire revenir à neuf. Ce qu'il faut comprendre, le plus important, et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris, c'est que l'endettement personnel, c'est le symptôme de l'amateurisme et la structuration juridique et bancaire. Ça, c'est le langage du professionnel. Donc ça, c'est la première technique pour éviter de tomber sous le coup du rationnement. En fait, l'objectif également, c'est de neutraliser l'exposition bancaire personnelle et d'avoir, à titre personnel, et de le conserver, ce fameux taux d'endettement qui est le critère principal pris en compte par le HCSF. Donc ce taux d'endettement personnel qui doit être maintenu à 0% d'endettement. Mais avec une résidence principale à titre personnel. Ça, c'est la seule exception à la règle. Exactement. Tu fais bien de le souligner parce que la résidence principale, moi, je suis plutôt favorable sur une acquisition en nom propre, mais qui est l'exception à la règle. Mais, et ça, c'est très important. Avec un financement particulier anti-HCSF. Exactement, avec une stratégie particulière. Et ça, c'est vraiment important parce que ça peut... On peut donner le nom de la banque nigérienne qui permet de le faire. Non, je ne travaille qu'avec des banques françaises me concernant. Donc... toi qui vas en Afrique, il faudra faire un peu de sourcing bancaire. Un peu de sourcing bancaire. Je ne sais pas s'ils ont en Afrique noire. Je ne connais pas l'état du financement bancaire immobilier. Je sais que ça se fait un petit peu au Maroc, ça se développe. Mais les autres zones, je ne connais pas. J'ai découvert hier que je pouvais payer le taxi en arrivant en carte bleue sans contact. C'est bien. Hein, qu'est-ce que tu as à dire à ça? Rien du développé. tout. Alors, je suis né en Afrique, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'en pense rien, comme dirait Ryan Holiday. Donc, là, les gens, ils ont l'habitude de le dire, c'est qu'on va utiliser un véhicule professionnel équipé pour ça, qui est la société civile immobilière et la société civile immobilière à l'IS. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, parce qu'évidemment, si on avait simplement besoin d'aller sur de la SCI pour emprunter en illimité, d'ailleurs terme que je n'aime pas du tout, mais pour emprunter, on va dire, de manière importante, c'est nécessaire mais pas suffisant. Parce qu'il y a d'autres techniques, et notamment le fait d'être dans l'obligation de recruter tout un réseau de partenaires, notamment les notaires, les banques, etc. Donc on ne peut pas se dire que ce véhicule d'investissement est suffisant pour aller plus loin. Néanmoins, il est nécessaire. Ça évite d'emprunter en nom propre et ça nous permet de cloisonner la dette. Pourquoi ? Parce qu'une société est une entité morale distincte de la personne qui est l'investisseur immobilier. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que cette constellation de SCI, c'est le brouilleur de l'œil de Moscou. Ce que j'appelle l'œil de Moscou, c'est vraiment l'État qui veille à un endettement extrêmement raisonnable. Et donc, en permanence, on a ce que les Américains appellent Big Brother, mais pas là sur la surveillance, on va dire, générale de la population, mais plutôt, on va surveiller l'endettement des particuliers. Et donc, il faut pouvoir être stratégiquement dans sa structuration, dans sa compréhension, il faut être en capacité de brouiller cette surveillance en la déportant sur autre chose. Pourquoi une fiscalité à l'IS et pas à l'IR ? Toi qui as fait des études Non mais moi, tu n'as pas besoin de m'expliquer, je le sais. Serge. Je ne veux pas faire le prétentieux, mais si on s'adressait qu'à des gens qui ont mon niveau scolaire, je pense que notre audience serait très faible. Alors, figure-toi qu'il y a des gens qui ont... alors, tous les gens qui me consultent ont tous un niveau, quasiment tous un niveau très élevé. Oui. Mais alors, je ne sais pas qui s'adresse à toi directement, mais les gens qui s'adressent à moi, il y a quand même énormément d'ingénieurs, de médecins, polytechniciens, avocats. Comme avocat, si tu penses que c'est compétent, avocat en juridique ? Moyen. Moyen. Donc, ce qu'on appelle une fiscalité opaque. Et moi, une fiscalité opaque, c'est le terme, c'est comme ça qu'on appelle ça en droit ?
en contradiction, en opposition avec la société translucide ou transparente. Tout à fait. Et cette opacité qui est offerte en fait comme un outil fiscal, dans une structuration juridique, elle a le droit d'emprunter en son nom. Et ça change tout. Donc, sur un impôt sur les sociétés, qui relève de la fiscalité des entreprises, on a un certain nombre de banques qui peuvent considérer que ça ne rentre pas dans les normes du HCSF. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aller plus loin sur les investissements avec de l'encours, sans porter l'endettement à titre personnel. Il y a d'autres avantages dans lesquels je ne vais pas rentrer, l'amortissement comptable du bien notamment, mais ce qui m'intéresse, c'est l'opacité de cette fiscalité qui offre une opacité informationnelle. Très bien. Et surtout, petit point, on va dire, mais qui est extrêmement important, la société, lorsque de toute façon vous ne pouvez pas distribuer de dividendes si la société n'est pas bénéficiaire, donc 7 ans. Donc vous n'avez aucun flux sur l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et donc, vous avez vraiment cet encapsulage. Je ne sais pas si on dit encapsulage ou encapsulement. Oui, encapsulage. Donc cet encapsulage, il faudra couper, si la patronne écoute ça, laisse tomber. Elle va comprendre direct. Tu as mon RIB? Non, je ne l'ai pas, si, je l'avais. Donc, je parlais de cette fiscalité qui est une opportunité organisationnelle pour administrer, déjà créer et administrer son patrimoine dans un processus de professionnalisation et éviter d'avoir cet organe étatique, l'œil de Moscou, qui va vous casser les pieds dans l'avancée, dans vos ambitions immobilières. Parlons des banquiers. Comment ils se comportent, les banquiers intelligents? Alors, les banquiers intelligents, il y a un truc qu'il faut comprendre, qui est fondamental. Il ne faut pas emmerder ton banquier intelligent. Qu'est-ce que ça signifie ne pas emmerder ton banquier intelligent? C'est qu'il y a les dérogations, les 6%. Alors, c'est 6% de plusieurs milliards d'euros, de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est la partie dérogative. Il faut leur apporter en fait un dossier qui n'est pas un dossier piégé en perso. Pourquoi? Parce que si vous dépassez vos taux d'endettement personnel, en fait... Les pieds poings liés. Non mais, qui va avoir des problèmes? Le banquier et la banque. Et vous n'aurez aucun problème. Alors, si vous ne remboursez pas vos prêts, vous aurez une autre nature de problème, mais le HCSF va taper dans les mains, dans les doigts, enfin taper sur les doigts du banquier. Et ça, il faut le comprendre. Donc, c'est une des autres stratégies, ne pas emmerder son banquier avec un taux d'endettement personnel important. Alors, moi, je suis partisan de taux d'endettement 0%. Et là, ça apporte finalement une démarche qui est cohérente, qui est bankable, qui est rationnelle et qui protège toutes les parties, et notamment le partenaire bancaire qui a cette crainte d'avoir à rendre des comptes à l'État sur un non-respect des normes du HCSF sur le nom propre. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte, de faciliter la tâche et accessoirement, ça facilite énormément la lecture, la structuration, on va dire, du dossier bancaire qui se fonde quand même énormément sur la solvabilité personnelle de l'investisseur. Je pense qu'on a quand même quasiment tout dit. Est-ce que tu vois d'autres points? Non, en fait, j'ai envie simplement de compléter sur un banquier intelligent. Ça s'identifie. Ça ne veut pas forcément soumettre l'investisseur à du rationnement parce que... tu peux faire plusieurs millions avec le même banquier. Alors, j'ai des clients qui ont levé plusieurs millions d'euros avec le même banquier, la même banque, le même banquier. Un banquier, ça veut de la marge de manœuvre, ça veut de la cohérence, ça veut de la protection. Ça, c'est nouveau, protéger son banquier. Et comment est-ce qu'on fait pour protéger son banquier? On ne l'expose pas aux normes
du HCSF qui concerne exclusivement les particuliers. Donc ça, c'est hyper important d'aller dans une démarche de préparation de son profil d'emprunteur en conservant, durant, on va dire, la stratégie, durant l'horizon temporel de la stratégie, si c'est le quinquennat ou la décennie, de maintenir, dans la mesure du possible, la virginité bancaire en nom propre pour éviter d'avoir à exposer son banquier, ce que j'appelle l'emmerder, avec des normes à la con, alors qu'on est un signe noir de l'immobilier. Je pense que certaines banques, certains banquiers qui ont encore cette capacité à exercer de façon très noble cette activité, arrivent à identifier quand même un entrepreneur immobilier. Alors oui. Même si on a la casquette particulier, ça c'est une question de flexibilité cognitive, de capacité à s'adapter parce que vous êtes dans la catégorie production immobilier pour particulier, c'est la catégorie qui a le plus de production d'encours. Il faut quand même rester dans une stratégie où quand la banque a financé, elle a la garantie d'avoir aucun problème sur les suites qui pourraient être données par le HCSF en cas de contrôle du dossier bancaire. Donc ça, c'est hyper important. Dernier mot, plus on est structuré, plus c'est illisible à l'échelle personnelle. Et on peut conclure, je pense. On peut conclure sur des stratégies finalement qui sont pensées dès le départ comme des stratégies d'évitement des normes abusives, du rationnement du crédit qui s'assied littéralement sur la capacité de l'investisseur à bâtir un empire sécurisé et rentable. Donc, pensez toujours stratégie, anticipation, proactivité, et le statut juridique d'acquisition est un élément fondamental de la performance globale de l'investisseur. Autre technique également qui est importante, c'est, et je finirai sur ça, pensez également financement professionnel pour le coup où les normes du HCSF ne sont absolument pas prises en compte. Ça veut dire immobilier commercial. Et là, ça veut dire structuration obligatoirement en société, impôt sur les sociétés. Et là, on a des banquiers qui sont beaucoup plus intelligents dans la manière d'apprendre les choses. Pourquoi ? Parce que leur mission au quotidien, c'est de côtoyer et financer des entreprises. Donc ça, c'est encore une autre technique. D'ailleurs, à titre personnel, l'immobilier commercial est l'immobilier que je préfère. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. Ben, merci beaucoup Fouad pour ce podcast. N'oubliez pas, c'est des pistes, mais tout ça doit se mettre en place stratégique. Demain, tu arrives avec ta SCI à l'IS, tu vas te taper du film. Il y a une vraie distinction et je pense qu'on devrait faire un podcast, la distinction entre la banque personnelle et la banque professionnelle. On peut, pourquoi pas. Après, n'hésitez pas sur les commentaires à nous mettre des recommandations. Voilà, des recommandations de sujets importants à traiter à vos yeux. Moi, j'aimerais également qu'on aille un petit peu plus sur les sciences de l'enrichissement. Donc, vous me direz si c'est une thématique qui est assez large, hein. Beaucoup sur la sociologie de l'argent, sur la hiérarchie sociale, c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup, sur la psychologie entrepreneuriale. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. En attendant, n'oubliez pas que le système ne vous finance pas, il vous note, il vous trace, il vous limite. Et c'est logique parce qu'il est fait pour les signes blancs. Et quand on est un signe noir, on ne peut pas se permettre en fait d'accepter ce diktat du rationnement. Merci Fouad pour ce podcast. Merci à toutes, merci à tous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à nous faire des recommandations de sujets. Ciao, ciao.